Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Nous nous entretenons quelques minutes après le débat sur les finances locales qui s'est déroulé dans le cadre de ce 102e congrès des maires de France. À cette occasion, vous êtes intervenu et les associations d'élus vous ont remis une motion commune dans laquelle elles demandent un certain nombre de choses. La première d'entre elles, elles vous font part de leur inquiétude profonde sur la compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation. Pouvez-vous prendre l'engagement et les assurer que cette compensation se fera à l'euro près? La compensation est à l'euro près et elle le sera pour les 3 niveaux de collectivités concernés par la réforme. Le département va perdre le bénéfice de la taxe foncière et sera compensé par une fraction de TVA. Et la TVA est dynamique à hauteur de 2,9% par an, alors que la taxe foncière des départements n'était dynamique à hauteur de 2,2%. Donc il y a une perte du pouvoir de taux, mais un gain en matière dynamique. Pour les intercommunalités, nous avons retenu le même schéma, avec une fraction de la TVA qui sera calculée sur la base de ce que perçoivent aujourd'hui les intercommunalités en matière de taxe d'habitation avec le même dynamique. Et puis pour les communes, nous leur affectons la taxe foncière des départements. Nous avons un équilibre macroéconomique qui est fait puisque ce sont à peu près les mêmes montants et l'État complète par des frais de gestion, par de la TVA pour que ce soit de la recette fiscale, et j'insiste, c'est une compensation à l'euro près en recette fiscale et pas en dotation, c'est protecteur. Et surtout, cette compensation va être calculée sur la base des valeurs locatives de 2020, en tenant compte de l'évolution forfaitaire des valeurs locatives votées dans la loi de finances, en tenant compte de l'évolution physique et même en tenant compte des rôles supplémentaires. Par contre, c'est calculé comme nous l'avions dit fin 2017 avec le taux de 2017. Et ensuite, cette compensation va évoluer en tenant compte de l'évolution des bases et surtout les communes à partir de 2021 auront un pouvoir de taux sur la totalité de la taxe foncière, la part communale qu'elles perçoivent aujourd'hui et la part départementale qu'elles percevront demain. Alors, ce que reprochent les élus au gouvernement, c'est que ce soit les taux de 2017 qui soient retenus et non pas les taux les plus récents. Que leur répondez-vous? C'est un point de débat et il faut l'assumer comme tel. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que c'est inscrit ainsi dans la loi de programmation des finances publiques, loi pluriannuelle, votée fin 2017 et pour les 5 ans qui viennent, c'est ce modèle de compensation qui était inscrit. Nous avons pris les valeurs locatives de 2020, nous gardons les taux de 2017. Il y a des communes qui ont, pour une raison ou pour une autre, et personne n'a à juger de cela, augmenté les taux, d'autres qui les ont baissés. Et j'entends les communes qui disent rapprocher le curseur pour tenir compte de la recette liée à l'augmentation. J'entends aussi les communes qui ont baissé les taux et qui, elles, seraient perdantes si on bougeait le curseur. Les élus pointent aussi les mécanismes de compensation assez complexes selon que leur commune sera sous-compensée ou surcompensée. Comment allez-vous travailler avec les associations d'élus dans les prochains mois, peut-être, je ne sais pas, pour mettre à plat tous ces mécanismes de correction? Nous avons travaillé déjà depuis plusieurs mois avec les associations d'élus et le mécanisme de correction est aussi simple qu'on le peut pour un sujet qui est extrêmement complexe. Pour les communes qui seraient surcompensées, c'est-à-dire les communes sur le territoire desquelles le département perçoit une taxe foncière supérieure à ce que perçoit aujourd'hui la commune en taxe d'habitation. C'est un prélèvement à la source. Si vous perceviez 80 de taxe d'habitation et le département 100 de taxe foncière, vous mettez un coefficient à 0,8 pour la première année et vous avez une compensation à l'euro près. Et cet argent prélevé à la source servira au contraire à compenser les communes qui seraient, elles, dans la situation exactement inverse. L'avantage qu'il y a, il est double, c'est qu'on ne reproduit pas le FNGIR. Le FNGIR que tout le monde décrit à juste titre, parce qu'il est gelé, parce qu'il n'est pas évolutif, parce qu'il est devenu injuste, parce que cette compensation fiscale, je le répète, aura le mérite d'évoluer en même temps que l'évolution des valeurs locatives, que ce soit l'évolution forfaitaire ou l'évolution physique, et donc de tenir compte de l'évolution de la situation socio-économique de la commune. Les associations d'élus demandent dans le même temps une revalorisation et une modernisation des valeurs locatives. Je crois que le gouvernement a annoncé l'année 2026 pour une année en application de cette revalorisation. Les élus voudraient que ce soit beaucoup plus tôt puisque ce sera essentiel pour établir la taxe foncière. C'est techniquement impossible. Tout le monde sait qu'il faut réviser les valeurs locatives depuis toujours. Elles ont été figées dans les années 70 et année après année, on répète qu'il faut le faire. Personne n'a osé le faire. Le gouvernement précédent a pris ce risque-là, il faut le reconnaître, sur les valeurs locatives des locaux professionnels. Il y a 3,5 millions de locaux professionnels et il a fallu 3 ans, de 2014 à 2017, pour procéder à la révision. Et 2017 fut la première année d'application avec des systèmes de plancher, de plafond pour éviter les effets d'escalier, les effets de seuil. Nous allons ouvrir le chantier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ce n'est pas 3,5 millions de locaux, c'est 48 millions de locaux. Et quand on sait qu'il a fallu 3 ans pour 3,5 millions de locaux, on peut considérer que 4 ans pour 48 millions de locaux, même s'il y a des choses qui vont être un peu répétitives, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Les associations d'élus s'inquiètent aussi d'une petite musique qui ne leur plaît pas trop, qui concerne les impôts économiques, ou Les dit impôts de impôts de production. production. Voilà, ils ont très peur qu'après la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement ait l'envie de supprimer, peut-être sur la demande du MEDEF, les impôts économiques et puis plus généralement mettre fin à la fiscalité locale. Que leur répondez-vous? Ça n'est pas l'ambition du gouvernement ni l'objectif. Sinon, si nous voulions mettre fin à la fiscalité locale, on ne donnerait pas aux communes la totalité de la taxe foncière avec ce pouvoir de taux. Sur les impôts de production, il faut dire les choses le plus clairement possible. Le gouvernement n'envisage pas de priver les collectivités locales de ressources économiques. On parle de la CVAE, on parle de la CFE. Principalement, nous n'envisageons pas de priver les collectivités locales de ce lien avec l'activité économique du territoire. Quand on parle d'impôt de production, il faut avoir en tête que le plus lourd, et plus que le plus lourd, le plus décrié, celui que le Conseil d'analyse économique considère comme inefficace et même contre-productif, ce n'est pas un impôt local, c'est la C3S, qui pèse 3,8 milliards et que certains considèrent comme une forme de subvention à l'importation. Concentrons-nous là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, ne nous interdisons pas de débattre. Est-ce que tous les élus de France sont satisfaits des barèmes de la CFE? Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Est-ce que les élus des intercommunalités considèrent que la CVAE leur donne une visibilité, une prévisibilité suffisante? Ça n'est pas le cas. On sait que c'est extrêmement volatile. Donc, est-ce qu'on peut faire un meilleur travail de ce point de vue? Peut-être. Peut-être que ça mérite de s'y pencher, de ne pas s'interdire d'en débattre en tout cas. Donc vous imaginez, et vous n'êtes pas opposé à un débat sur un peu le toilettage de la fiscalité économique locale? Je pense qu'à chaque fois qu'on peut faire plus efficace et plus juste, il faut le faire. Et je pense que les craintes qu'ont exprimées les associations d'élus que j'entends sur les impôts de production ne doivent surtout pas nous empêcher de continuer à débattre des modalités d'amélioration de la fiscalité économique des territoires. J'ai en tête les débats sur la territorialisation de la CVAE, j'ai en tête les débats sur les seuils minimums et les exonérations de CFE. Tout ça est redoutablement complexe. Peut-être qu'on peut l'améliorer. Ne nous interdisons pas d'y travailler au nom de je ne sais quelle crainte, tout aussi légitime qu'elle soit. Dès 2020, par exemple, vous pourriez installer un groupe de travail sur ce sujet ou pas? Pourquoi pas, même si j'ai le sentiment qu'en 2020, d'une part, les élus, et c'est bien normal, auront des préoccupations, au moins pour le premier trimestre, qui seront différentes, ce qui est logique, c'est le rythme démocratique. Et par ailleurs, je pense que 2020 doit être une année de préparation, d'achèvement de la préparation de la suppression de la TH et de la réforme de la fiscalité locale. Par exemple, nous savons que modifier le panier de recettes va modifier le potentiel fiscal et que ça peut avoir des effets à partir de 2022. J'ai proposé ce matin, je l'avais fait devant le CFL fin septembre, je l'ai fait à l'Assemblée, au Sénat, de mettre à profit le premier semestre 2020 pour voir si on peut améliorer les conditions de définition, de détermination du potentiel fiscal. C'est extraordinairement complexe, ça peut créer des perdants, des gagnants. Si on y arrive, tant mieux, faisons-le ensemble. Si on n'y arrive pas, nous neutraliserons l'effet de la réforme de la taxe d'habitation sur le potentiel fiscal pour qu'il n'y ait pas d'effets de bord qui peuvent être craints et nous les neutraliserons. On voit bien que tous ces sujets sont assez complexes. Est-ce qu'il n'est pas temps, comme le demandent les associations d'élus locaux, d'élaborer une loi de finances spécifique aux collectivités locales, comme ça existe pour la sécurité sociale, par exemple? C'est un serpent de mer. C'est un serpent de mer et nous en débattons depuis extrêmement longtemps. C'est impossible, un texte dédié Non, ça n'est pas impossible. Je pense qu'on peut améliorer les choses, notamment dans le cadre existant de la loi organique, sans même la modifier, même si nous travaillons et nous réfléchissons à cette loi organique pour voir si on peut l'améliorer. Avoir plus de transparence sur les relations financières État-collectivité dans leur globalité. Je sais, nous savons tous que la mission RCT dans le budget n'est pas représentative, parce que c'est 3-4 milliards sur un total de relations financières à 100 milliards, un total de concours à 49 milliards. Par contre, la grande différence entre la sécurité sociale et les collectivités, les plus de 36 000 collectivités de France, c'est que la sécurité sociale, c'est un budget unique avec des branches, c'est un budget unique avec des recettes qui sont décidées par l'État, par le Parlement, sous forme de cotisations sociales. Faire une loi de finances pour les collectivités, faire un état des relations financières entre l'État et les collectivités, aurait forcément un caractère parcellaire, puisque nous ne pourrions pas, y compris d'ailleurs en respect des principes de libre administration, intégrer par avance ou présumer de décisions que les élus auraient à prendre sur tel ou tel taux et sur le niveau de recette de chacune des collectivités. Donc je ne crois pas que le modèle, et la Cour des comptes, je crois, partage ce sentiment ou cette conviction, je ne crois pas que le modèle du PLFSS soit le modèle à retenir pour imaginer une loi de financement des collectivités locales. Par contre, je suis très ouvert, soit dans le cadre existant, soit si nous devions modifier la loi organique, à ce qu'on ait une meilleure transparence des relations financières, plus de clarté, plus de lisibilité. C'est-à-dire regrouper les lignes budgétaires, faire en sorte que, en un seul débat, nous puissions embrasser la totalité des relations financières, ce qui aujourd'hui est objectivement assez compliqué. Et
nécessite de passer d'une mission budgétaire à l'autre.